Bonjour à tous et à toutes et merci de nous suivre ce matin, jeudi 17 décembre 2020 pour notre émission, notre débat, la radiologie dessine ses nouveaux territoires. Je suis très heureux de vous rencontrer avec François Worms, Jean de Kervasdoué et tous ceux qui vont participer à cette émission que je vous présenterai dans quelques instants. Je salue tout particulièrement nos confrères et consoeurs journalistes. Vous pouvez dès maintenant nous poser vos questions par chat. Nous écouterons avec beaucoup d'attention avec nos invités ce que vous voulez nous dire. Nous allons parler de médecine, nous parlerons de santé, nous parlerons de technologie médicale, nous parlerons d'intelligence artificielle. Nous allons comprendre ce qui se joue dans le secteur de la santé et dans le monde de l'imagerie médicale. Nous verrons comment la radiologie s'inscrit dans les évolutions du système de santé et de la recherche, ici et maintenant, dans le monde également. Avec ces solutions technologiques, avec ces innovations, nous essaierons de comprendre également comment l'imagerie s'investit dans le diagnostic de la Covid, dans cette période très particulière que nous vivons de crise sanitaire. Canon Medical France est le partenaire aujourd'hui de notre émission. Vous êtes François Worms, le directeur général de Canon Medical France. Nous sommes très heureux de vous retrouver, de vous accueillir et de vous retrouver. Quel est l'intérêt, François Worms, pour vous de participer à cette émission, à nos échanges sur la radiologie, l'imagerie et ses nouveaux territoires, puisque c'est le thème de notre émission? Bonjour Pascal Morel. Effectivement, Canon Medical est un acteur important de la spécialité qui est l'imagerie médicale. On parle même d'ailleurs d'écosystème, parce que l'imagerie est au cœur du parcours patient. Parcours patient, pour ceux ce sera pour être un petit peu sibyllin, c'est tous les événements qui se déroulent au cours de la maladie d'un patient. Vous vous intéressez donc aux professionnels de santé, mais également, évidemment, à celles et ceux que les professionnels de santé soignent. Absolument. D'accord. Et vous avez donc une vision assez globale, en fait, de toutes ces approches. Oui, on a l'habitude de parler de solutions globales, parce qu'effectivement, l'imagerie et la radiologie, elle est en train d'évoluer. Elle évolue donc sur ce que je viens de dire, de solutions globales. C'est-à-dire que ce n'est plus simplement une machine. Aujourd'hui, nous fabriquons des machines, mais il y a aussi les données, il y a le traitement de ces données, et puis il y a finalement tout le service autour. Donc c'est vrai que la réflexion, elle est vraiment globale. Alors, on va également, je l'ai dit en introduction, parler d'intelligence artificielle et Canon Medical est un acteur important, peut-être même un des plus importants, un des pionniers de l'intelligence artificielle en imagerie. Vous équipez plusieurs hôpitaux, notamment français, nous le verrons avec nos invités, les médecins, en France, mais également évidemment dans le monde. Oui, Canon Medical est très en pointe sur l'intelligence artificielle, et en particulier, on le verra avec nos invités sur beaucoup de points, et c'est extrêmement important parce que je reviens dans cette approche de solution. L'intelligence artificielle nourrit beaucoup de ces solutions, et on pense qu'effectivement Canon peut être très utile aujourd'hui dans la réorganisation des soins, des territoires, et puis aussi aider les professionnels de santé. Oui, elle change, c'est-à-dire qu'on pourra probablement dire qu'elle change finalement les questions d'organisation du système de santé dans les territoires de santé, oui, tout à dans fait. Les hôpitaux. Oui, tout à fait. On va le voir, puisque ça la modifie énormément. On parlait du parcours patient il y a un instant, donc en termes de temps, en termes d'organisation. Donc oui, ça modifie clairement. Avec, pour vous, une grande proximité avec les professionnels de santé? Oui, parce que l'intelligence artificielle, si la réflexion se fait dans nos centres R&D, elle ne peut pas se faire sans les professionnels de santé. R&D, recherche et développement. Je suis en tout cas heureux de passer cette émission avec vous, et avec vous, Jean de Kervasdoué. Mais également, nous avons en ligne Jean de Kervasdoué, vous êtes professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers, et également vous êtes membre de l'Académie des technologies. Vous nous direz un petit peu ce que cela représente. Et je suis en direct avec, pour l'instant,
Jean-Olivier Arnaud. Je ne sais pas s'il est avec nous. Voilà, monsieur le directeur général. Vous êtes le directeur général Jean-Olivier Arnaud de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, un des plus grands établissements de santé français. Jean de Kervasdoué, nous allons commencer ensemble cet entretien. Je disais que la santé fait face, aujourd'hui peut-être encore plus qu'hier, à des enjeux absolument considérables, notamment à des enjeux sanitaires, mais sociaux et économiques. Vous êtes évidemment un économiste de la santé, connu et reconnu, et nous avions envie de dialoguer avec vous. C'est vraiment des enjeux tout à fait considérables pour vous également. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Oui, si ce n'est qu'il y a deux types d'enjeux. Il y a des enjeux de santé publique et il y a des enjeux médicaux. Et on a bien vu cette distinction qui avait du mal à être comprise, à mon avis, jusqu'à cette terrible expérience de la Covid. C'est-à-dire de voir que, en gros, la santé publique, c'est assez simple. C'est de l'éducation pour la santé, mais on va dire que ça marche pas toujours très très bien. La lutte contre l'alcoolisme, ça date du 19e siècle. Bon. La lutte anti-tabac, c'est la même chose. Donc c'est de l'éducation. C'est de la prévention, et ça c'est la vaccination dont on va voir, j'espère, l'efficacité. Et c'est des interdits, c'est-à-dire la santé publique, elle est toujours liberticide. Donc on interdit on oblige à porter des masques, on interdit d'aller trop vite sur l'autoroute, on interdit etc. Liberticide est un mot fort, Jean de Kervasdoué. Non, c'est la vérité. Non, la santé publique, c'est comme ça qu'on comprend les choses. Donc voilà, la santé publique, elle est liberticide. Alors dans certains cas, on accepte collectivement de se priver de liberté, mais moi je suis toujours très méfiant de ces privations de liberté et je pense qu'elles doivent être fondées. Bon, c'est pas tout. Alors le sujet de l'imagerie est un autre sujet. Et il y a, alors là, l'évolution est mondiale. Ça, c'est très, très frappant. Donc, la médecine, si vous voulez, la recherche a toujours été mondialisée et la technologie l'est aussi. On a, avec Canon Medical, une entreprise japonaise, mais il y a des entreprises européennes, il y a des entreprises américaines. Et l'évolution est absolument fascinante, puisque quand vous regardez la recherche, vous avez aujourd'hui 700 000 articles sérieux dans les comités de lecture chaque année. Et ça conduit, et vous parliez du parcours de soins, ça conduit à la division du travail des professions et des médecins. Donc ça conduit à la spécialisation des médecins, mais aussi à la spécialisation des paramédicaux, et c'est dans lequel l'imagerie joue un rôle central. Posez-nous vos questions par chat si vous voulez dialoguer avec Jean de Kervasdoué, François Worms et Jean-Olivier Arnaud dans quelques instants. Oui, vous disiez que la recherche, la médecine, la santé a toujours été mondialisée. On a quand même le sentiment que peut-être aujourd'hui plus que jamais, non? Non, la recherche a toujours été mondialisée. Et ça, c'est fascinant. Donc, au XVIIIe, le langage de la recherche, c'était le français. Ça sera jusqu'en 1830, puis ça deviendra l'allemand, qui deviendra la langue de la recherche. Et puis, dans les années 1930, c'est devenu l'anglais, je crois, ad vitam aeternam, sachant que le chinois est une langue assez difficile à lire, même si aujourd'hui, les Chinois jouent un rôle tout à fait central, et on n'a pas fini de voir leur excellence dans le domaine de la recherche. On reverra ce point, on aura un dialogue notamment avec les médecins qui seront avec nous. Pour autant, est-ce que cela veut dire, en vous écoutant, que peut-être notre Europe, en tout cas la France, l'Europe aurait, de ce point de vue-là, moins d'influence qu'elle n'en avait? Non, la France est... Non, l'Europe est toujours excellente dans ce domaine. Et dans le domaine de l'imagerie, il y a deux grandes entreprises, sur Philips et Siemens. Non, l'Europe est toujours excellente. La France, en revanche, a perdu, et pas seulement en médecine. Donc la France et les hôpitaux ont montré leur excellence, et ça, tout le monde le connaît et le reconnaît. Ce n'est pas vraiment le cas de l'État. Et malheureusement, l'État, pour des raisons qu'on pourra expliquer, a laissé filer les industries biomédicales. Et d'ailleurs, très curieusement, dans l'autre domaine que je connais un peu, qui est celui de l'agriculture, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la France a une excellente agriculture, une excellente médecine, mais elle ne produit plus de biens médicaux ni de biens agricoles. Alors, d'autres enjeux, donc là, les enjeux de recherche, les enjeux industriels, on y reviendra si vous le voulez bien, et avec celles et ceux qui vous poseront des questions. En revanche, il y a aussi
quand on regarde le secteur de la santé, des enjeux qui nous paraissent tout à fait considérables. C'est-à-dire, d'un côté, le vieillissement de la population, les questions également démographiques, de démographie médicale. C'est-à-dire qu'en France, on considère effectivement que face à la demande qui existe, qui est, dit-on, exponentielle, en tout cas les demandes de soins sont de plus en plus importantes. En revanche, il peut y avoir également finalement un système de santé qui ne répond pas suffisamment correctement à ces augmentations, à ces demandes de soins. Alors il y a beaucoup de choses que vous dites. Il y en a une que je partage, qui est qu'effectivement, et nous n'avons pas encore vu ça, c'est l'arrivée à l'âge de la dépendance de la génération du baby-boom. Donc la grande transformation des 20 ou 30 prochaines années, c'est que le baby-boom qui est de 1947 à 1973, donc 47 plus 83 ans, puisque la dépendance c'est entre 83 et 85 ans, avec un changement d'inflexion très très fort, donc c'est 1930. Et il me semble assez évident qu'on ne pourra pas répondre à la demande provisoire, parce que la génération du baby-boom elle-même ne sera pas éternelle, uniquement avec des médecins. Et donc c'est tout le débat sur les professions entre l'infirmière Bac plus 3 et les médecins Bac plus 10. Faut-il, comme à l'étranger, des professions intermédiaires? Alors par ailleurs, qu'est-ce que vous répondez? Oui, bien sûr, depuis très longtemps. C'est-à-dire précisez. C'est-à-dire qu'il est assez évident que sous la responsabilité des médecins, il est bon d'avoir une profession intermédiaire. Alors ça existe aux États-Unis depuis la guerre de Corée, parce que l'armée américaine a pendant la guerre de Corée formé des medics, et puis quand la guerre s'est finie, on a dit qu'est-ce qu'on en fait? Donc on a construit une profession intermédiaire qui est sous la responsabilité des médecins. Et toutes les études montrent, il y en a énormément qui montrent que ces personnes, souvent et en plus ça serait pour les paramédicaux, et notamment les infirmiers et les infirmières, une voie ou un débouché tout à fait formidable. Voilà. Mais alors, par ailleurs, vous avez évoqué quelque chose. Le nombre de médecins, je dis toujours qu'entre un médecin pour 60 000 habitants, auquel cas du Nigeria, et 30 médecins pour un habitant, ce qui fut le cas de Boumedienne, Franco, etc., on peut discuter. Donc, il y a simplement, à un moment, qu'est-ce qui est raisonnable. Et je rappelle qu'en anglais, pour parler de soins, on a deux mots. On dit care et cure, donc la prise en charge, où là la demande est considérable et très très demanderesse en personnel. Et puis cure, c'est-à-dire la partie scientifique, médicale, technique, où là, bien entendu, ça revient aux gens qui ont été formés, qui se spécialisent de plus en plus. Et donc c'est le bon arbitrage entre la prise en charge et les soins dans le parcours de soins qui pose à tous les pays occidentaux des problèmes que la France résout, à mon avis, assez mal. Oui, on l'aborde, oui, c'était ma question, on l'aborde différemment de nos voisins européens. Et pourquoi vous dites plus mal que les autres? La France a le talent de pervertir les bonnes idées. Donc, sous l'influence de quelques experts reconnus, c'est ce que vous voulez dire? Écoutez, ce n'est pas le sujet. Je me battrai la coulpe le vendredi saint, mais... donc, non, c'est-à-dire que... la coordination de la prise en charge en ville, qui est beaucoup plus grave qu'à l'hôpital. Il y a deux systèmes dans le monde qui marchent. Il y a le généraliste anglais, le GP, qui n'est pas payé à l'acte, qui est mieux payé que le médecin français et qui coordonne la prise en charge. Et puis il y a le système américain, qui est le réseau de soins. Et à ce moment-là, c'est une institution qui coordonne. Alors, en France, on a inventé le médecin traitant, mais le médecin traitant, à 30 €, il n'a pas vraiment le temps ni la légitimité pour coordonner au cours d'une consultation la prise en charge de son malade. Quant au réseau de soins, où on en parle encore une fois depuis 25 ans, mais moi j'ai une idée très simple, enfin deux idées très simples. La première, c'est de proposer aux médecins qui le souhaitent et aux patients qui le souhaitent d'avoir des forfaits annuels de prise en charge. Et dans notre jargon, on appelle ça la capitation. Et l'autre, c'est bien entendu d'autoriser tous les Français à faire partie d'un réseau. Et à ce moment-là, l'assurance maladie paye ce réseau pour la coordination du parcours de soins. Oui. C'est important que, même si nous voulons peut-être recentrer notre débat sur la technologie, c'est important que nous comprenions effectivement l'approche que vous pouvez avoir, que nous pouvons avoir sur ces parcours de santé, ces parcours de soins, avec évidemment le médecin, et notamment le médecin généraliste,
au centre, ou en tout cas un élément important de ce parcours. Juste un mot sur Allez-y. ce sujet, c'est-à-dire qu'il se trouve que dans une grande région française, avec l'assurance maladie et l'État, nous menons une étude sur la prise en charge des maladies cardiaques, et on se rend compte qu'effectivement, le parcours de soins est loin d'être suivi par les patients eux-mêmes, parce que c'est eux qui gèrent en fait leur parcours de soins. Et que pour prendre un exemple très simple, alors qu'il est dit dans les recommandations de la HAS que les malades doivent voir 1 mois après leur sortie de l'hôpital un cardiologue, la moitié de ces malades n'ont pas vu de cardiologue au bout de 6 mois. Et idem pour l'imagerie. J'interrogerai tout à l'heure Jean-Olivier Arnaud sur ce sujet, parce que là, nous parlons de l'hôpital. Aujourd'hui, d'ailleurs, notre émission est très centrée sur l'hôpital. Il y aura d'autres émissions, sans doute, effectivement, où nous aborderons également les questions de la médecine de ville, si vous le voulez bien. Mais on parlera sans doute avec Jean-Olivier Arnaud, le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, de ces relations entre ces grands établissements et la médecine de ville. Je voulais vous reparler, Jean de Kervasdoué, de ce que vous avez évoqué en termes de spécialisation. Effectivement, aujourd'hui, en imagerie, en radiologie, mais aussi en chirurgie, on voit que les médecins sont de plus en plus spécialisés. Ah bah oui. C'est nécessaire. Ma question est, est-ce nécessaire? Non, c'est inéluctable. C'est pas du tout pareil. C'est inéluctable, si vous voulez. Quand je suis né, en 1944, donc il y a longtemps, il y avait 12 spécialités médicales. Et il y avait des chirurgiens. Bon. Ensuite, il y a eu des orthopédistes. Aujourd'hui, vous n'avez plus d'orthopédistes. Vous avez des spécialistes de la main, vous avez des spécialistes du genou, vous avez des spécialistes du pied. Et c'est pareil en imagerie. C'est-à-dire que les modalités d'imagerie, l'imagerie, c'est formidable. Moi, je trouve ça, dans mes chocs, comment dirais-je, intellectuels de ma vie, c'est en 1980, au début 1980, j'étais en Italie, j'ai vu la première image d'IRM. Et je me suis dit, voilà une planche d'anatomie de quelqu'un qui est vivant. Bon. Donc vous avez une évolution des modalités de prise d'image, donc les rayons X, l'échographie, les scanners, c'est déjà l'intelligence artificielle, parce que les scanners, ça marche parce qu'il y a un ordinateur derrière. Et puis, vous avez aujourd'hui donc des appareils d'imagerie liés aux spécialités et liés à des modalités. Donc ça plaide pour l'avenir des grands hôpitaux comme l'assistance publique de Marseille, parce que ça s'accompagne de gens compétents. C'est-à-dire, curieusement, l'image est de plus en plus simple à interpréter, mais les gens qui l'apprennent sont de plus en plus spécialisés. Oui, vous considérez que l'imagerie, je pense que ça doit vous faire plaisir, mais enfin que l'imagerie tient une place tout à fait essentielle et qui va se développer. Et ma question, François Worms, c'est, oui d'ailleurs, il faudrait faire peut-être, pour celles et ceux qui ne sont pas spécialistes de ces sujets, faire peut-être une petite différence entre tous ces appareils ou tous ces outils que vous avez à votre disposition, scanner, IRM, échographe. Vous êtes très développé dans l'échographie. Oui, enfin pas que, mais oui, enfin, c'est ce que disait M. Jean Kervasdoué, il y a différents types de techniques pour acquérir une image. Donc effectivement, il y a les rayons X, il y a ce qu'on a connu, la radio de poumon, mais après on est passé au scanner, qui est une imagerie à base de rayons X où on fait des coupes et qui nous permet de reconstituer d'ailleurs des volumes. Il y a effectivement l'IRM avec la résonance magnétique et puis l'échographie qui sont les ondes ultrasonores. Mais je reviens sur ce que vous disiez, c'est vrai qu'on assiste, y compris dans l'imagerie, à une hyperspécialisation, d'une part. Donc c'est vrai qu'il y a du coup, d'ailleurs, dans les sociétés savantes spécialisées, et on a de dignes représentants parmi nos invités, comme la Société française de neuroradiologie, pour les neuroradiologues, mais on a aussi l'imagerie qui évolue vers le thérapeutique. On parle d'imagerie interventionnelle, vous parliez des chirurgiens. Aujourd'hui, effectivement, on commence aussi à travailler. Et puis, on a l'imagerie moléculaire. Et puis, donc, c'est vrai que l'imagerie, quand on dit qu'elle est au centre, parce que finalement, il n'y a plus de médecine sans imagerie. C'est un lieu, c'est une discipline, une discipline de grande innovation, de grande... Ah oui, folle. Jean de Kervasdoué. Oui, bien sûr. Oui. Il y a des innovations, justement, dans le traitement du signal qui permet d'irradier de moins en moins, notamment en rayon X. Voilà. Il y a des innovations dans le traitement de l'image qui permet, grâce à des calculs, de faire des choses extraordinaires, c'est-à-dire de prendre une image de votre poumon, par exemple, et de reprendre la même image 6 mois après, et d'avoir une possibilité de comparer ces deux images. Et ça, c'est absolument formidable. Jean-Olivier Arnaud, vous êtes avec nous, monsieur?
le directeur général de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Alors là, c'est un grand hôpital, hein, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Ma première question en vous accueillant, c'est évidemment de vous parler de votre état d'esprit, j'allais dire, aujourd'hui, face à cette crise sanitaire que nous traversons tous. Mais enfin, certains la traversent encore plus que d'autres, notamment les hospitaliers, les hommes et les femmes qui se battent dans cette crise sanitaire et que nous saluons. Cette émission leur est un peu dédiée également. Alors, comment l'hôpital aujourd'hui, comment le vôtre en tout cas, traverse cette crise? Un mot en introduction? Oui, bien sûr, et merci de vous intéresser à l'hôpital public, aux hôpitaux universitaires et à la PHM. Écoutez, nous ne sommes pas du tout encore à la fin de la crise, bien évidemment, mais ce que nous pouvons dire, c'est que nous avons traversé cette crise avec beaucoup de courage, beaucoup d'implication et beaucoup d'unité et de cohésion. Et donc finalement, nous sommes assez fiers de ce qui a été fait pendant près d'un an pour sauver les patients, pour accompagner les moments les plus forts de la crise, au moment où nous étions vraiment en surcapacité, en suractivité, pour accueillir tous les patients, pour dépister tous les patients et pour les reconduire, les raccompagner jusqu'à leur domicile. Nous avons innové là aussi à très grande vitesse dans ce que vous avez appelé tout à l'heure les parcours, puisque nous avons été en mesure de faire des dépistages chez nous au pôle des maladies infectieuses au sein de l'Institut hospitalo-universitaire, mais nous avons pris en charge le dépistage aussi dans les maisons de retraite, nous avons pris en charge les dépistages et les soins aux urgences pendant l'hospitalisation, et même nous avons mis en œuvre en urgence une application qui permettait de suivre et d'accompagner les patients après leur séjour à l'hôpital pour continuer à être avec eux et à les soigner ou répondre à leurs questions. Donc, ça a été vraiment un moment de grande innovation et une fois de plus, la société française, je crois, a pu vraiment compter sur un établissement de santé publique, pour reprendre l'expression de Jean de Kervazoué tout à l'heure, qui a montré à la fois sa solidité et son savoir-faire. Oui, alors il y a un point, puisque nous nous intéressons ici aux questions qui touchent aux technologies médicales, mais aussi à l'organisation du système de santé et aux technologies de l'information. Il y a un point particulier que l'on a vu beaucoup émerger, je ne sais pas si votre hôpital s'est engagé également là-dedans, c'est la télémédecine, la téléconsultation, la télétransmission, si on parle de radiologie. Est-ce qu'il y a eu des développements importants chez vous sur ces points? Peut-être que Jean de Kervazoué donnera son avis aussi. Tout à fait. On a tout d'un coup développé la télémédecine, la téléconsultation à grande vitesse dès les premières semaines, grâce, il faut le dire, en fait, que l'assurance maladie a corrigé ses critères de prise en charge, qu'on nous a autorisé juridiquement et financièrement à développer ces aspects, et que donc on a pu utiliser toutes les utilisations du numérique pour faire en sorte que les patients confinés chez eux puissent quand même trouver un médecin. Ça a été vraiment pour nous, je dirais, un moment de très grand développement de ces innovations. Nous avions des instruments, mais nous n'avions pas encore les pratiques, pas la demande, pas la solvabilité, et ça a été fait, et nous allons continuer, bien entendu. Les hospitaliers, oui, Jean-Olivier Arnaud, les hospitaliers, les médecins hospitaliers, mais les équipes, les manipulateurs de radiologie, enfin, etc., tous les professionnels qui travaillent à l'hôpital, se sont pliés assez aisément à ces nouvelles pratiques. J'aimerais bien avoir l'avis d'ailleurs de Jean de Kervazoué. Ce sont surtout les médecins qui ont effectué ces téléconsultations. Nous avons également multiplié les connexions en vidéoconférence pour des réunions thématiques, ce qu'on appelle les RCP, l'ensemble des réunions de staff. Là aussi, en quelques mois, nous avons considérablement changé nos pratiques de travail en commun. Le télétravail a été également fortement développé à très grande vitesse. Encore aujourd'hui, nous avons un grand nombre de médecins en télétravail, en téléconsultation, on pourrait même dire en télégarde,
ou en téléastreinte. C'est le cas évidemment pour l'ensemble de nos travaux administratifs et de téléconférence. Hier, j'étais en commission médicale de l'établissement et nous étions 5, le président de la commission médicale, le vice-président et moi et 2 ou 3 autres personnes pour cette commission médicale. La totalité des autres membres de la... On a perdu Jean-Olivier Arnaud. Alors, un petit mot. Jean de Kervasdoué, et on va retrouver, je crois que notre réalisateur... manifestement... Voilà, on vous a un tout petit peu perdu, on vous a un tout petit peu coupé dans votre démonstration, mais on a à peu près compris, effectivement, pour dire que l'hôpital s'est effectivement adapté aux nouvelles conditions. On a bien compris. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez ? À peu près. Non, mais non, c'est un domaine où je me suis trompé. C'était une grande journée aujourd'hui. Hein. Jean de Kervasdoué nous reconnaît qu'il a pu se tromper. Alors, rattrapez-vous. Non, je me suis trompé parce que je faisais une hypothèse assez simple, c'est que les gens, les malades, préféraient toujours voir physiquement le contact. Et mon idée avant la Covid, c'était qu'on aurait de la télétransmission en anatomopathologie parce que c'est pas facile toujours à interpréter. On pourrait avoir en imagerie des télétransmissions d'images avant. Mais ce que je n'avais pas imaginé, c'est que les gens ne pourraient pas se voir. Et donc, tout le monde s'est adapté. Et il faut dire que les gens qui défendaient une position plus combative que la mienne avaient réussi à faire évoluer l'assurance maladie. Et comme vous le disiez très justement, monsieur le directeur général, l'assurance maladie s'est très très vite adaptée et a permis, grâce à des technologies, grâce à des entreprises, de répondre à l'impossibilité de se voir tout en assurant des soins. Une entreprise comme la vôtre également s'intéresse à la télétransmission, la téléradiologie, etc. Oui. C'est même impératif. Oui, d'abord parce qu'on doit s'adapter puisque on produit, nos machines produisent des images, nos machines font aussi du post-traitement et finalement quand on parle de télémédecine, télédiagnostic, téléradiologie, donc il faut pouvoir interpréter les images à distance et c'est vrai qu'on a tout ce qu'il faut pour aider nos partenaires et on est d'ailleurs partenaire d'un très très gros groupe aujourd'hui qui fait la téléradiologie. Est-ce que je suis en ligne avec Jean-Olivier Arnaud? Oui, on s'entend, monsieur Arnaud, merci beaucoup. Je voulais vous entretenir également sur, puisque c'est le centre de notre sujet, sur le développement scientifique, technologique dans un hôpital comme le vôtre. Présentez-nous un peu son jeu de l'innovation avec quelques demandes, quelques chiffres. Est-ce que vous investissez beaucoup? Combien? Comment? Avez-vous les moyens d'investir? Nous suivons le progrès technologique. On a évoqué tout à l'heure tout le domaine de l'imagerie, de l'exploration fonctionnelle, et nous innovons pour pouvoir suivre dans nos procédures de ce qu'on appelle d'achat. Et nous avons désormais une autre démarche que la démarche patrimoniale. J'appelle patrimoniale le fait d'acheter des biens. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que finalement l'intégration dans le patrimoine d'un plateau médico-technique est assez fastidieuse, lourde, il faut la recommencer. Et donc, nous avons lancé un très gros marché de mise à disposition de matériel dont la caractéristique est qu'il s'étale sur plus de 10 ans et qu'il couvre l'ensemble des techniques d'acquisition d'images dont on vient de parler tout à l'heure, et qui prévoit la mise à disposition de la totalité du parc d'imagerie de l'AP-HM pour toutes les techniques d'image. Et donc, nous avons créé ce marché. Ça a duré plus de 2 ans de préparation, de consultation et de décision. Et les premières machines sont arrivées en 2020, malgré le Covid, et grâce au savoir-faire de l'ensemble de nos partenaires industriels, puisque nous avons choisi pour chaque technique d'imagerie un partenaire, dont Canon, mais dont également les 2 constructeurs européens dont parlait Jean de Kervasdoué tout à l'heure, ce qui nous assure par contrat la maintenance, la disposition
et le progrès permanent, la mise à jour permanente de l'ensemble de cette technologie. Je crois que nous avons aujourd'hui un des parcs d'imagerie les plus modernes de France, notamment en médecine nucléaire, mais également en imagerie en coupe et en échographie, bien évidemment, qui nous assure une qualité de l'outil de diagnostic de nos équipes médicales vraiment sans comparaison avec ce que nous avions auparavant. Jean-Olivier Arnaud, pour que l'on ait quelques repères, un hôpital comme le vôtre investit à peu près, donnez-nous simplement quelques chiffres, des grandeurs, une image. Combien vous investissez à peu près sur, d'une part, l'ensemble des technologies d'innovation et peut-être en radiologie, si vous avez le chiffre, par rapport à votre activité? Et ma deuxième question, c'est, dans une ville comme la vôtre, évidemment, il y a aussi une forte concurrence. En réalité, tout simplement, il y a plusieurs acteurs, publics et privés. Comment vous vous positionnez pour mieux comprendre les enjeux? Alors, la PHM, pour répondre à votre deuxième question, est le premier opérateur de santé de Marseille, du département, de la région, même de la partie sud de France, et le troisième CHU de France. Donc, il est vraiment très important. Sur le marché, sur le bassin de population de Marseille, nous sommes le plus gros opérateur. Nous ne sommes pas majoritaires. Selon les activités, nous sommes à 30-40% du marché de la santé hospitalière. Nous sommes un très gros opérateur dans le domaine de la cancérologie, on ne le sait pas assez, et je souhaite le souligner, il y a à Marseille l'Institut Paoli-Calmette, qui est très prestigieux. Nous sommes légèrement devant lui en termes d'activité. Et puis, évidemment, nous couvrons, nous sommes un des rares CHU à couvrir la totalité des greffes d'organes, évidemment pour les adultes, mais nous sommes également en chirurgie cardiaque infantile. Et là, nous sommes en train de consolider la greffe pédiatrique hépatique, en liaison avec des partenaires que nous sommes en train de recruter et de remonter une équipe. Donc, la PHM, c'est vraiment toute la gamme des plus hautes technologies, toute la gamme des plus hautes compétences, et en même temps, une activité de recours de proximité. Nous avons 2 maisons médicales de garde dans le service d'urgence. Nous avons près de 80 000 passages aux urgences à l'hôpital Nord et à l'hôpital de la Timone, plus évidemment l'ensemble des activités de psychiatrie. Donc vraiment, c'est un hôpital à 360 degrés, hospitalo-universitaire, et une activité de recherche très importante. Tout le monde sait l'IHU d'infectiologie, avec 75 dédiés. Il est assez connu, monsieur Arnaud, nous le connaissions, même à Paris, nous en avons entendu parler. Mais il y a également 3 RHU qui sont des labels de haut niveau scientifique devant un jury international, et donc notamment en épileptologie, en cancérologie pulmonaire et en cardiologie. Oui. Donc, vous voyez que la PHM, c'est vraiment un CHU de rang européen. Oui, alors le directeur général de la paix de Marseille a parlé de ces accords ou de cet appel d'offres. Un mot, vous êtes impliqué? Oui, on fait partie des heureux élus, puisque nous avons, la PHM nous a confié la gestion du parc d'échographie pour les 12 prochaines années. C'est 2 cycles de 6 ans, et c'est vrai que ça a été extrêmement intéressant. On a beaucoup travaillé, et quand je parlais de solution, on est vraiment dans l'illustration de la solution, dans la mesure où il faut apporter le bon produit. Il y a, M. Arnaud l'a précisé, un centre, enfin une grosse activité de recherche. Donc il s'agit que pendant ces 12 années, les services de pointe puissent bénéficier des produits les plus avancés, les plus récents. Donc il y a toute une gestion, et c'est en ça que c'est une vraie innovation en termes de méthode d'achat. Ces concurrences, Jean de Kervazoué, concurrence ou émulation entre le public et le privé en matière d'innovation technique, technologique, comment vous les jugez? Est-ce que c'est plutôt mieux? Est-ce que c'est aussi peut-être un risque de perte d'efficacité ou de perte d'argent? Non, moi je pense que la raison pour laquelle en France on n'a pas de liste d'attente, contrairement à la plupart des pays européens,
c'est parce qu'il y a des établissements privés. Et j'ai vécu à Marseille notamment les débuts de l'IRM, puisque avant que l'État n'ait eu le temps de bouger, un établissement privé de Marseille avait commandé la première IRM en France. Donc j'ai dû la sacraliser et les féliciter en même temps. Donc ils sont en général, parce qu'ils ont beaucoup moins de contraintes, à commencer par le Code des marchés publics, que les établissements publics. Ce n'est pas que les établissements publics n'y pensent pas, mais on voit bien que toutes les règles qui pèsent sur le secteur public en France font que l'on a un État un peu lent. Enfin, si je peux, oui, allez-y, puis je prends quelques questions sur le principe on reste malgré tout dans un environnement qui est très régulé. Et en particulier, vous citiez l'IRM. On sait qu'il y a des études chaque année qui sont publiées sur les délais d'obtention de rendez-vous, et on sait qu'on est quand même en France assez sous-équipé. Et là, ça dépasse le cadre privé-public. Je crois que c'est le principe de la régulation. Vous avez entièrement raison. Non, mais alors en plus, la France est un pays extraordinaire parce que nous parlons tout le temps d'égalité, mais quand on regarde des statistiques aussi simples que le nombre d'IRM pour 100 000 habitants, absolument, on voit qu'il y a une inégalité complètement folle. Je voudrais prendre quelques questions là à ce stade de notre entretien. Comment, vous l'avez évoqué, les données un peu rapidement, mais il y a pas mal de questions évidemment sur ce sujet. Merci à celles et ceux qui nous les posent. Comment évaluez-vous les risques de captation des datas, ce qui veut dire des données, avec d'ailleurs une question sur, également les risques possibles, nous dit notre interlocuteur, sur les traces numériques, colonisation numérique, traces numériques. Il y avait d'ailleurs un article chez nos excellents confrères du Monde récemment, je ne sais pas si vous l'avez lu, sur les risques. Jean de Kervasdoué, et puis nous allons peut-être avancer. Écoutez, la France meurt de précaution, dans ce domaine-là notamment. Alors, je ne nie pas, pour suivre ça depuis longtemps, les cyberattaques, et elles sont nombreuses et dangereuses. Et d'ailleurs, un très grand CHU de France a eu son système attaqué et quasiment fermé pendant 15 jours. Donc je ne nie pas ça. Mais en France, nous sous-utilisons énormément les données d'assurance maladie, contrairement à ce que raconte la loi de 2016 de Mme Touraine, qui dit que c'est l'ouverture, en fait c'est la fermeture. Puisque avant cette loi, notamment pour parler des choses hospitalières qu'évoquait M. Arnaud tout à l'heure, c'est-à-dire les données PMSI qui permettent de savoir quel est le pourcentage de la population de PACA qui est traitée par l'assistance publique de Marseille. Aujourd'hui, il faut faire des requêtes spécifiques, on n'a le droit qu'à un certain type de données, etc. Donc, moi, je me bats contre, à l'origine, Madame Aubry, donc vous voyez, ça remonte à loin, sur l'utilisation des données indirectement nominatives. Moi, je suis né dans une petite ville de Bretagne qui est à Lannion, et je lui disais, écoute, il ne faut jamais être né dans une petite ville, pas être né dans une petite ville pour savoir que si Madame Le Troidec a un cancer, on lui demande. Bon, si elle ne veut pas le dire, on demande à la voisine, et sinon on demande à l'hôpital. On ne va pas passer par des données indirectement nominatives, etc. Alors, de là à dire qu'il n'y a pas 3 ou 4 000 personnes en France qui ne devraient avoir un dossier médical nulle part, ça je suis assez d'accord. Donc il y a à la fois des gens connus, des hommes politiques, des chefs d'entreprise, mais collectivement, nous utilisons très très grandement les données que nous avons et ça nous empêche... C'est peut-être par prudence quand même également, Jean de Kervasdoué. Non, la vraie raison n'est pas celle-là. La vraie raison, c'est que ce système permet de mesurer la qualité des soins. Et les professionnels sont contre pour cette raison-là. Alors, est-ce que le professeur Ricolfi, Frédéric Ricolfi, est avec nous en direct de son domicile ou de son service, je ne sais pas, de votre domicile peut-être? Mon domicile, bonjour à vous. Voilà, bonjour Frédéric Ricolfi, vous êtes professeur de radiologie, de neuroradiologie, je crois, et vous êtes également responsable des urgences. Alors, on vous a effectivement beaucoup vu ces derniers temps parce que vous avez très investi dans notamment l'intelligence artificielle dans votre service. Je voulais d'abord vous interroger sur ma première question et peut-être la radiologie dans les urgences. Dites-nous un petit peu qu'est-ce que vous faites
dans votre CHU, d'abord dans votre hôpital, mais aussi avec votre environnement. On voit que vous êtes dans une région magnifique, mais enfin, il y a quand même des zones un peu éloignées, disons, pour ne pas dire désertiques. Je n'ai pas beaucoup de termes. Enfin, allez-y, Frédéric Ricolfi, on vous écoute. Pour la radiologie des urgences, l'imagerie des urgences, elle est organisée sur un plateau technique dédié. C'est-à-dire que l'on a une structure, un étage sur lequel on ne fait que l'imagerie d'urgence. Alors c'est l'urgence des gens qui viennent de l'extérieur, par le porte ouverte de l'hôpital, mais également les urgences intra-hospitalières, parce qu'il y a beaucoup d'urgences dans l'hôpital. Donc on a un scanner qui est dédié à cette activité d'urgence, on a un échographe, on a des salles de radio, voilà. Et on a le projet dans l'année qui vient, ou les 2 ans qui viennent, d'avoir une IRM également dédiée pour la radiologie des urgences. Donc cette structure, elle est assez autonome, elle est assez pratique dans l'organisation des flux patients, parce que c'est un flux assez désorganisé et qu'il faut gérer et qui est plus difficile à gérer lorsque on place des urgences au milieu des activités normales. C'est comme ça qu'on est organisé et ça marche très bien. Mais beaucoup d'hôpitaux sont comme ça maintenant. Un mot, Frédéric Ricolfi, sur urgence, mais également crise sanitaire, Covid, radiologie et crise du Covid, diagnostic du Covid. Dites-nous quelques mots, s'il vous plaît. Alors, à la première vague, au début de la crise, il a fallu effectivement complètement réorganiser les flux de façon à ce que ne se croisent pas les patients Covid et les patients non Covid. Et donc, on a dédié un scanner spécifiquement au diagnostic du Covid et au suivi des patients Covid. Ce qui a été extrêmement utile, il y a même à un moment donné presque failli déborder. Et puis, dans la deuxième vague, par contre, où on était un peu mieux organisé, un peu mieux conscient des protections et des règles d'hygiène à appliquer pour préserver le personnel et les autres patients, on a pu mélanger un petit peu les flux entre les patients Covid et les patients non Covid, notamment dans le secteur des soins. On va revenir avec vous et le professeur Vincent Doucet. Je ne sais pas s'il est avec nous déjà en ligne, mais on reviendra sur l'intelligence artificielle, qui a été quand même un des sujets que nous voulions aborder tous ensemble. Je voulais encore, bonjour Vincent Doucet, vous nous parlez du CHU de Bordeaux. Je voulais, peut-être M. Ricolfi d'abord, je voulais m'entretenir avec vous sur la radiologie dans les territoires de santé, ce que l'on a évoqué. Votre région, la Bourgogne, je crois, à Dijon, c'est bien la Bourgogne, a plusieurs caractéristiques, un centre, le CHU de Dijon. Là, je suis avec M. Doucet, donc peut-être que notre réalisateur va nous présenter. Alors, très bien. Alors, écoutez, je vais parler un petit peu avec vous, M. Doucet, parce que nous avons perdu M. Ricolfi, mais nous allons le retrouver. Alors, c'est M. Doucet qui n'a pas de son. Bien. Alors, M. Ricolfi, est-ce que... Ça y est, j'ai le son. Voilà, écoutez, vous avez du son. Vincent Doucet, oui, je pense que d'ailleurs les questions que je posais à Frédéric Ricolfi dans sa région sont également sans doute valables dans votre bonne ville de Bordeaux. Il y a évidemment le centre, mais il y a également une responsabilité de vos services et de vos hôpitaux dans les territoires. Alors, est-ce que vous voulez peut-être nous dire un petit mot sur ce sujet? Quelle est votre activité? Je sais que vous avez également, et vous allez nous en reparler, une importante activité de recherche. Oui, alors d'abord, je vous remercie. Je salue beaucoup de monde dans le studio et à distance, mon ami Frédéric Ricolfi, François Worms. Je voudrais vous dire aussi que j'ai beaucoup apprécié les différents échanges que vous avez eus et effectivement, Jean de Kervas-Doué a dit des choses vraiment très importantes et je pense qu'il devrait être écouté. Aujourd'hui, nous sommes à la fin d'un système, pour moi, qui est celui d'un système public-privé qui est usé, qui est à bout de souffle et qu'il faut totalement réformer. Les médecins de mon service sont parmi les meilleurs médecins au monde dans le domaine de la neuroimagerie. Frédéric Ricolfi, lui-même, dans son secteur, est parmi les meilleurs au monde. Et nous sommes très peu reconnus sur le plan hospitalier, et notamment par l'aspect financier. Donc, je crois qu'il faut réformer tout ça et aller vers une convergence publique-privée plus importante. Et ceci nous aidera à mieux organiser les soins.
Et je suis tout à fait d'accord. Et pour répondre à votre question, aujourd'hui, nous devons nous organiser d'un point de vue régional. Nous devons faire un maillage. Et nous en avons les moyens techniques. Et nous avons besoin de faire ce maillage entre les hôpitaux et de faire de la convergence publique-privée pour être plus efficace, plus réactif, comme ça a été proposé. Dans la crise du Covid, on a vu que les CHU ont été en pointe, donc ceux qui ont réagi, et très bien d'ailleurs, la France a très bien mené la crise du Covid, même si on entend des critiques, je pense que ça a été très bien fait, et je pense que ça c'est grâce à l'aide des CHU. Mais il faut aller plus loin pour que effectivement on harmonise le territoire d'un point de vue public et privé, pour vous répondre à cette première question. Merci. Je reste avec vous encore quelques instants, si vous le voulez bien. J'ai dit que vous étiez un chercheur important en radiologie. Qu'est-ce qu'on fait en recherche en radiologie ou en imagerie? Peut-être vous allez nous parler de recherche clinique, de recherche fondamentale, etc. Dites-nous quelques mots pour que nous comprenions d'où vous parlez et ce que vous faites. Oui, en quelques mots, je pense qu'il y a deux niveaux de recherche qu'il faut un peu dissocier. La recherche clinique, qui est purement hospitalière, hein, qui est faite pour les patients, c'est-à-dire le patient nous autorise, nous permet de faire de la recherche sur son cas. Ça peut être l'application d'un nouveau médicament ou d'un nouveau vaccin, mais ça peut être également de l'imagerie médicale et de pouvoir donc investiguer mieux des pathologies et de mieux comprendre ce qui se passe. Et puis, il y a de la recherche académique. Cette recherche se fait plutôt sur le versant universitaire et elle va concerner les aspects plus fondamentaux. Alors, on va revenir à l'imagerie plus méthodologique, on le dit. François Worms va très bien comprendre ce que je dis actuellement, c'est-à-dire que nous allons développer, notamment avec des constructeurs, des nouvelles techniques d'imagerie et nous allons utiliser parfois de l'imagerie tout à fait sur des fantômes, par exemple, parfois sur des petits animaux et parfois sur l'humain pour donc asseoir ces nouvelles techniques. Alors, moi, je dois dire que je travaille avec Canon depuis maintenant plusieurs années et que c'est un vrai succès, c'est une véritable opération gagnante-gagnante, c'est-à-dire que l'industriel vient vers nous pour nous demander de faire du développement avec eux et nous, en contrepartie, nous sommes très contents parce que nous avons un support matériel, un support d'ingénierie très bon qui nous permet ensuite de faire ce développement. Donc, on est dans des opérations gagnantes-gagnantes lorsque cette recherche académique se fait avec des industriels. Dans le domaine de l'imagerie, il n'y a pas d'autre solution que de le faire avec des industriels parce que vous l'avez souligné au tout début, l'imagerie coûte cher, il y a des équipements qui sont lourds et seuls les industriels sont capables de nous les mettre à disposition pour pouvoir faire ces développements méthodologiques qui sont des développements plutôt académiques. Les équipes de recherche en France, alors je ne parle pas de la vôtre, évidemment, de celle de M. Ricolfi, mais grosso modo, on a un grand niveau d'investissement important des équipes hospitalières, publiques et privées. Enfin, dites-nous, et vous considérez effectivement qu'en France, il y a des radiologues investis dans les nouvelles formes de prise en charge et les nouvelles formes de recherche, dans les nouvelles formes d'innovation? Oui, énormément. On a beaucoup de partenariats scientifiques avec beaucoup de centres hospitaliers. Les autres industriels aussi, on ne parle pas que de Canon Medical. Oui, je pense de façon générale, je pense que l'école, avec un grand E radiologique française, est reconnue mondialement. Et c'est vrai qu'on a un très très haut niveau, on en parlait tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que c'est, Vincent Doucet, France Life Imaging, s'il vous plaît? Alors, je voudrais dire, d'un certain côté, c'est quelque chose de très français. Et d'un autre, c'est quand même quelque chose de très bénéfique. Alors, pourquoi très français? France Life Imaging, c'est un réseau de 9, ce qu'on appelle des nœuds, 9 territoires français
qui en fait se coordonnent ensemble de façon à pouvoir avoir des équipements de recherche en imagerie qui sont des équipements, on va dire, les plus en pointe aujourd'hui dans le monde. Et c'est un effort qui a été fait par l'État au moment des investissements d'avenir. Hein, on remonte aux années donc de Nicolas Sarkozy. Donc à ce moment-là, il y a eu ces investissements d'avenir et nous avons pu réaliser France Life Imaging qui a permis donc de développer ce réseau français. Alors c'est très français parce que on va dire c'est très jacobin. Hein, on centralise, on s'organise entre nous sur tout le territoire, on essaye d'harmoniser. D'un autre côté, ça a été vraiment très bénéfique parce qu'il y a eu des investissements à hauteur de 40 millions d'euros et ça nous a permis de rééquiper la France dans des équipements de recherche en imagerie tout à fait modernes et de le faire de façon non redondante, comme ça se faisait souvent dans le passé. Hein, quand un territoire avait un appareil d'une sorte, il fallait que l'autre l'ait pour pouvoir faire de la compétition. Vincent Doucet, pardon, excusez-moi. Vincent, est-ce que je suis avec également Frédéric Ricolfi, il est avec nous également? Je voudrais je vous entends en tout cas. Ah, très bien. Alors l'un ou l'autre, mais peut-être, Monsieur Ricolfi, on vous a retrouvé, donc je vais vous poser cette question, mais je la poserai également à Vincent Doucet. L'intelligence artificielle, que pouvez-vous nous dire de manière assez simple en quoi elle est particulièrement utilisée dans le secteur de l'imagerie? Qu'est-ce que l'on doit comprendre quand on parle d'intelligence artificielle, pour être un peu précis? Bon, alors l'intelligence artificielle, moi je dirais qu'il y a 3 niveaux, on va dire. Il y a un premier niveau aujourd'hui qui est celui du traitement du signal de l'image, c'est-à-dire que l'image c'est fait de données, et ces données on peut les traiter pour améliorer la qualité ou réduire la dose de rayon ou améliorer la qualité de l'image. Donc globalement on a ce premier domaine-là, et pour lequel justement, probablement Vincent Doucet et nous également à Dijon, on travaille avec un industriel comme Canon qui nous apporte ces solutions-là et qu'on évalue et qui sont extrêmement intéressantes pour les patients et pour le diagnostic. Le deuxième niveau, à mon avis, ça sera pas tout à fait encore aujourd'hui, mais très très vite, c'est le traitement de l'image. Alors ce coup-ci en termes d'interprétation et de diagnostic, c'est-à-dire l'ordinateur, l'intelligence artificielle pourra nous dire, nous cibler les endroits à regarder qui ne sont pas normaux. Ça va être normal, pas normal. C'est-à-dire qu'on aura un petit drapeau à l'endroit où globalement le système va nous dire ça c'est pas normal, il faut que vous alliez voir ce qu'il y a là parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Et puis le troisième niveau, c'est vraiment du vrai diagnostic, c'est-à-dire c'est l'intégration de toutes les données du patient, ses données biologiques, ses données cliniques, ses antécédents, l'imagerie bien sûr, et qui vont faire un diagnostic sur, je sais pas moi, une tumeur cérébrale, et cette tumeur, on va pouvoir dire, avec toutes les données que l'on a, et en faisant le lien avec tout ce que l'on connaît depuis des années sur les banques d'images, on va pouvoir dire cette tumeur à 98% c'est de tel type et peut-être dans 2% des cas c'est tel type et il faut faire tel examen pour améliorer. Et ça, malgré toute l'expérience que l'on a en tant que de neuroradiologue avec des années, les millions de données que l'on peut recueillir dans le monde entier, si elles sont partagées, ça nous apportera un diagnostic beaucoup plus précis. Oui. Vous en doutez, M. Ricolfi et M. Doucet, j'ai pas mal de questions de celles et ceux qui nous suivent sur ces questions-là. Je vais les prendre dans quelques minutes. Je voulais, M. Doucet, vous demander également comment vous définiriez la période que nous traversons en matière de recherche. Est-ce que c'est une période de grande innovation? On emploie souvent le terme dans le milieu, dans nos milieux médicaux, d'innovation de rupture, ou au contraire, c'est un peu step by step, c'est-à-dire on est en train de se chercher, on progresse un peu, ou alors franchement, il y a une grande période d'innovation. Comment vous la définiriez en un mot, s'il vous plaît? Alors en un mot, je dirais que nous ne sommes plus face à des innovations de rupture. Nous sommes véritablement devant de l'évolution. Alors c'est de l'évolution très active, l'intelligence artificielle en fait partie, mais il y a beaucoup d'autres domaines scientifiques qui permettent de faire évoluer nos techniques, mais nous n'avons pas aujourd'hui de technique de rupture. Les industriels sont en train de penser à l'imagerie qu'on appelle hybride, c'est-à-dire une imagerie qui combine plusieurs techniques. Ça pourrait être par exemple les ultrasons avec l'IRM ou bien l'IRM avec le PET scan. Et donc ça, c'est, je vais dire, de la combinaison, mais on n'est pas dans la rupture. Et ça marche, ça, plutôt?
Oui, alors d'abord, peut-être Vincent Doucet, Jean de Kervas-Doué et François Worms. Alors, allez-y, monsieur Doucet, oui, ça marche, ma question. La question est bonne. Je pense qu'elle nécessite effectivement ces techniques hybrides d'être évaluées parce que nous sentons qu'il y a une certaine pression de la part des industriels pour aller vers cela, pour eux-mêmes maintenir un certain niveau d'innovation. Ce qui est majeur toujours, c'est le bénéfice au patient. C'est-à-dire quand je fais un acte d'imagerie, en quoi il s'inscrit dans une démarche logique qui bénéficie au patient. Et ça, en général, nous ne le faisons pas ou peu, et les industriels ne le font pas ou peu, et pas suffisamment pour qu'il puisse y avoir une décision sur ce type d'imagerie. Donc vous voyez que je suis prudent par rapport à cette évolution vers les techniques hybrides. Oui, nous engageons un petit débat entre nous, donc si Jean-Olivier Arnaud ou Frédéric Ricolfi veulent participer à notre débat, c'est possible. Jean de Kervas-Doué. Oui, non, c'est vrai qu'on n'aura pas une rupture équivalente à celle de l'apparition de l'IRM, ni même à l'échographie, mais c'est assez difficile de dire rupture par rupture. En fait, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est la puissance des calculateurs. C'est ça le primum movens. Ça a commencé avec le scanner, qui est encore une fois. Mais je vous rappelle que M. Monod, au prix Nobel de médecine, avait dit qu'il n'y aurait pas de capacité pour les humains de décoder le génome. Ben, simplement, il ignorait la capacité des ordinateurs aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous regardez de temps en temps les émissions de M. Canteloup sur TF1, et vous avez vu que depuis la rentrée, il prend l'aspect de la physique de la personne qu'il imite. Ça, c'est du traitement d'image. Et donc, on peut le redouter beaucoup plus que l'accès aux données, parce qu'on pourra imaginer que vous ou moi ont été dans des situations où nous ne sommes jamais allés pour nous compromettre. Mais en revanche, ces capacités techniques ont des applications médicales extraordinaires quand on s'intéresse à ce que je disais tout à l'heure, à la superposition d'images dans le temps de la même personne et de l'interprétation de cette image, comme vous le disiez très justement, jusqu'à l'aide au diagnostic. Oui, automatisé. Ce qui fait peur aux citoyens, c'est la reconnaissance faciale quand même, essentiellement. C'est notre sujet. Oui, c'est ça. Non, c'est le même sujet. Le même sujet. Ouais. C'est les mêmes techniques qui permettent d'améliorer l'image radiologique. Surtout quand l'État peut vouloir effectivement être intrusif. Non, mais ça, c'est autre chose. Oui. Mais je parle de technique, là. Je ne parle pas d'usage. Oui, François Worms. Et alors, François Worms, puisque je vous donne la parole, parlez-nous d'automation platform également. Justement, c'est pour ça. Juste revenir sur le point des évolutions technologiques. Bien sûr qu'elles sont développées avec les professionnels de santé, les médecins, mais aussi elles ont des conséquences réelles pour les patients. Je pense justement ce dont parlait M. Ricolfi sur l'amélioration des images. C'est vrai qu'on a été les premiers chez Canon, je vais le préciser, mais à pouvoir commercialiser ce type de module qui améliore l'image scanner grâce à l'intelligence artificielle et qui a pour conséquence notamment de pouvoir faire des examens avec une dose de rayon X bien moindre. Sur l'IRM, c'est pareil, on a développé quelque chose et du coup, on a des séquences pour avoir une qualité d'image qui sont plus courtes. Et je poursuis avec le point qui était évoqué de dire d'avoir un système, un outil qui permet d'automatiser. C'est effectivement ce qu'on appelle, c'est en anglais automation platform ou plateforme automatique. C'est finalement une plateforme sur laquelle on va avoir différents modules qui vont pouvoir traiter tout ce qui n'est pas de grande valeur ajoutée pour le radiologue ou qui prend du temps. Je pense effectivement, on disait le contourage, le repérage anatomique, le contourage de tumeurs, comparer des examens, c'est-à-dire que la plateforme, elle va aller chercher les examens antérieurs et les comparer avec l'examen du jour. Et toute cette partie-là s'automatise, va donc permettre de gagner du temps pour le radiologue, pour le médecin, et d'automatiser, et surtout aussi de prioriser. Parce que lorsqu'on est sur une urgence, on peut avoir beaucoup d'examens, en temps masqué, la machine travaille, et va prioriser les examens. Alors, je reviens sur ce point, sans aller plus loin, sur ce principe de plateforme. Ce sont des modules
C'est un peu, je ferai une comparaison avec un téléphone et des applications. Aujourd'hui, nous, on lance en janvier un module qui est pour la neuroradiologie et en particulier en scanner, sur différentes indications. Dans l'année, sortiront d'autres modules appropriés. Voilà. Monsieur, on va revenir. Monsieur Doucet ou Monsieur Ricolfi, vous pouvez être un petit peu pédagogue avec nous. Si je vous demande, dites-nous un peu, ultrasons focalisés, champ magnétique au champ, haut débit, appareil hybride, TEP IRM, TEP scanner. Faites-nous un petit peu un petit cours très rapide, en quelques minutes, de ce que nous devons retenir des grandes évolutions techniques et technologiques. Vincent Doucet, par exemple. Bien écoutez, moi je vais répondre, d'abord vous poser une question très précise. Donc par exemple, champ magnétique, en matière d'IRM, c'est vrai qu'on peut faire de l'imagerie à différentes hauteurs de champ magnétique. Par exemple, la plupart aujourd'hui des examens se font à 1,5 Tesla. On fait des examens à 3 Tesla, c'est on double la puissance du champ magnétique. Et il y a des appareils aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a 3 en France qui font de l'imagerie à 7 Tesla. Alors, on se rend compte qu'en fait, grâce à ces innovations de technique, on voit qu'il y a un plateau qui est fait pour le bénéfice aux patients dont je parlais tout à l'heure. Entre 3 et 7 Tesla, il n'y a pas aujourd'hui de bénéfice réel d'un point de vue clinique. Par contre, c'est effectivement très intéressant d'un point de vue de la recherche. Bon, je vous ai répondu sur l'IRM, peut-être Frédéric dans d'autres domaines. Alors, Frédéric, Ricolfi, et puis Jean de Kervasdoué veut la parole. Si également... Allez-y. Alors, d'abord, peut-être Frédéric Ricolfi, si vous voulez compléter. Ou... Oui, alors, vous avez parlé d'imagerie hybride, donc ça, on en a effectivement... Vincent Doucet en avait parlé un petit peu tout à l'heure aussi, c'est donc l'association d'une imagerie type PET-scan, qui est plus une imagerie fonctionnelle, à des imageries anatomiques. Donc, on mélange les deux et on peut voir à quelle structure anatomique correspond une zone fonctionnelle. Donc, ça peut être une association de cette imagerie fonctionnelle avec de l'IRM, donc qui est en train de se développer, et puis avec le scanner qui existe maintenant depuis pas mal de temps. Donc, ça, ce sont vraiment les imageries hybrides. On peut imaginer d'autres hybridations ou l'ensemble de ces techniques. Par exemple. Monsieur de Kervasdoué, oui, et puis je prends des questions de la salle. Mes longues années de professeur me font dire que les gens ne comprennent absolument rien à l'IRM. Alors, les gens comprennent les rayons X, puisqu'on a appris ça de mon temps autrefois en seconde. Les ultrasons, ils comprennent aussi. Ils savent que ça a été inventé par les Anglais pour détecter les sous-marins pendant la guerre de 40. Mais alors, sur la résonance magnétique nucléaire, ils n'y comprennent rien. Alors, ça a été aussi inventé à la même époque, d'ailleurs. Alors, en 2 mots, pour comprendre ces histoires de champs, un tout petit peu de rappel de la physique, les atomes qui ont un nombre de molécules impair, il y a un électron qui est sensible, qui a ce qu'on appelle le spin, et qui est sensible au champ magnétique. Donc, l'IRM, c'est assez simple. Vous mettez les gens, n'importe quoi, dans un champ magnétique. À ce moment-là, les électrons se mettent au garde à vous, ou plus simplement dans la ligne du champ magnétique. Quand vous interrompez le signal, quand vous interrompez le champ magnétique, il émet un signal, et quand il se remet en place, il émet un deuxième signal. Et c'est ça qu'on interprète. Donc et la puissance du champ magnétique permet de détecter des signaux de plus en plus faibles. Et donc, notamment, ce que l'on mesure et l'image que l'on donne, et ce qui a joué un rôle essentiel en neuroradiologie, c'est la molécule d'eau. Alors, je termine mon cours de base pour dire que les rayons X ne distinguent pas les corps qui ont des densités proches, et notamment la substance blanche et la substance grise du cerveau. Mais comme la substance blanche et la substance grise n'ont pas exactement la même composition en eau, on voit des images formidables en neuroradiologie grâce à l'IRM, alors que les scanners, c'est simplement les gros traits du cerveau et notamment des tumeurs. On voit, mais la précision radiologique est liée. Donc, en gros, et je termine, les rayons X donnent une image physique et l'IRM donne une image chimique. Dans les grandes pathologies auxquelles vous avez affaire, Monsieur Doucet,
On attend beaucoup de l'IRM pour le cerveau, vous confirmez? Oui, énormément. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la technique donc, fondamentale de l'exploration du système nerveux. Ça a été très bien dit à l'instant. C'est une technique qui va révolutionner encore, petit à petit, la connaissance du fonctionnement cérébral. On n'en est vraiment qu'au début. Et donc, il est à parier que dans les années à venir, on va encore faire des découvertes grâce à l'imagerie IRM du cerveau et de la moelle épinière, parce que je vous rappelle que c'est la première technique qui a permis de voir la moelle épinière directement, alors qu'on n'avait que des techniques indirectes. Allez-y. Parler de l'intelligence artificielle, s'il vous plaît. Au niveau international, beaucoup de choses ont été dites très bien autour de la table. Je crois que c'est vrai que l'intelligence artificielle va avoir un rôle fondamental. Je voudrais dire juste une chose, c'est que aujourd'hui, voilà à quoi nous sommes confrontés. Nous avons pour chaque patient de plus en plus d'images à interpréter, nous en tant que radiologues, de plus en plus d'images à interpréter, et nous avons de plus en plus de patients à voir. Et donc, nous sommes submergés par les patients et par l'image. Et donc, l'intelligence artificielle est vraiment une chance pour nous aider à aller plus vite. Et je voudrais juste sur ce point-là terminer. Au niveau international, un humain sur deux aujourd'hui n'a pas accès à de l'imagerie médicale. Et donc, vous imaginez qu'avec la progression de l'économie dans le monde, eh bien, nous allons pouvoir avoir de plus en plus de patients et nous allons devoir résoudre cette équation. Beaucoup de patients, pas assez de médecins, et donc l'intelligence artificielle va probablement beaucoup nous aider. Oui, vous, François Worms, vos approches sur l'intelligence artificielle, au-delà de ce que nous avons dit? Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que c'est vraiment l'illustration dont on vient de parler. Avoir des images qui sont plus nettes, le diagnostic va plus vite. Automatiser les tâches sans valeur ajoutée, on va plus vite. Ça répond tout à fait aux propos du professeur Doucet. L'autre grande discipline, Vincent Doucet ou Frédéric Ricolfi, donc c'est votre spécialité, la neurologie ou la neuroradiologie, mais c'est aussi la cardiologie, non, avec l'imagerie, telle que je la vois? Non, c'est une Je peux dire un mot là-dessus? Oui, s'il vous plaît. Non, juste en cardio, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, et l'Institut Montsouris dans lequel j'ai travaillé fait des recherches là-dessus, c'est qu'on est capable aujourd'hui de faire des images dynamiques du cœur, c'est-à-dire de voir le flux cardiaque qui sort du cœur et de voir par exemple s'il frappe toujours au même endroit dans la aorte, etc. Et de savoir si les communications, quand il y a des problèmes à l'intérieur du cœur, ça va de gauche à droite ou de droite à gauche, ce qu'on ne savait pas avec les techniques. Donc la cardio, l'imagerie ou le traitement du signal en cardio, c'est absolument formidable. Et d'ailleurs, il y a des gens de très grande qualité dans l'IHU cardio de Bordeaux. Je remercie celles et ceux qui nous posent des questions. Alors, je vais vous demander, nous sommes presque à la fin de notre émission, questions rapides et réponses rapides, si vous le voulez bien. Dans un article récent du Monde, on parle de l'arrivée de la 5G. Qu'est-ce que l'on doit en penser en termes de colonisation numérique? J'avais déjà évoqué cette question, notamment d'ailleurs avec l'intelligence artificielle. Ne pensez-vous pas que le risque est très grand? Beaucoup de questions évidemment sur l'intelligence artificielle. Quel risque peut entraîner l'intelligence artificielle pour le secret médical? Est-ce que l'intelligence artificielle sera développée dans le privé et à quelle échéance? Monsieur Doucet, première série de réponses et puis... Alors directement sur la 5G, je ne suis pas un expert, mais je peux vous dire que ce qui est attendu, c'est effectivement la capacité d'avoir un flux d'images qui vont être envoyées partout de n'importe quel endroit dans le monde à une vitesse absolument colossale. Et pour moi, c'est une avancée technologique qui est bénéfique parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons pouvoir faire de la téléradiologie à une vitesse plus élevée. Donc j'y vois moi un bénéfice et pas tant de risques ou pas plus de risques qu'il y a aujourd'hui à divulguer de l'information. C'est pas lié à ça. Qu'en pense notre radiologue dijonnais? Intelligence artificielle, secret médical, puisque vous l'utilisez beaucoup? Disons que là, pour le moment, l'intelligence artificielle, si c'est pour d'amélioration de la qualité de l'image, la diminution de dose,
elle ne change strictement rien à la sécurité des patients, enfin à la sécurité informatique, que l'on pourrait dire, dans nos établissements. Donc ça, pour le moment, à mon avis, ça n'a pas de lien. C'est pas, il y a un problème de sécurité informatique, mais qui n'est pas lié à l'intelligence artificielle. Ensuite, il y avait une autre question sur l'intelligence artificielle, sur est-ce qu'elle est développée que dans les grands centres ou dans le privé? Peut-être que François Worms peut donner aussi un... Alors, peut-être M. Ricolfi d'abord. Elle va se développer à l'évidence dans les centres publics et privés. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait un endroit plus particulier. Il y a pas François Worms. Oui, je confirme. Et d'ailleurs, il y a déjà, puisque ce module d'amélioration de l'image qui est sorti il y a 2 ans, et on a déjà aujourd'hui des centres privés, et c'est l'approche de Canon Médical comme un acteur responsable qui est justement de donner accès à toutes ces technologies sans préciser plus un segment, un secteur. François Worms, alors je pense que cette question vous est adressée. Cette plateforme, je pense que c'est celle dont vous nous parliez, va-t-elle également équiper les cabinets de ville? Oui, pourquoi pas, oui, bien sûr. Uniquement encore une fois, ça va dans le même esprit de ce que je viens d'évoquer. Il n'y a pas de sélection. Dès l'instant que la technologie est accessible, oui, bien sûr. Oui, Jean de Kervasdoué. Oui, non, mais écoutez, Pascal, on a un merveilleux talent pour reprendre un débat qui a exactement 2500 ans. C'est le débat sur la langue d'Ésope. Donc, quelle est la pire des choses, la langue, quelle est la meilleure des choses, la langue, quelle est la pire des choses, le progrès technique, et la meilleure des choses, le progrès technique. Donc, on ne va pas le refaire, ce débat, aujourd'hui. Simplement, les effets bénéfiques de ces progrès, y compris de la 5G, sont indéniables. Et comme toujours, avec les bénéfices viennent des risques. Mais ceci d'une banalité effrayante, pardon. Que faut-il penser? Est-ce que Jean-Olivier Arnaud est avec nous encore? Alors, j'ai quelques questions sur ces salles hybrides, mais peut-être en réaction un peu à ce qu'a dit M. Doucet. Vous avez, j'imagine également, vous investissez dans des salles hybrides à l'assistance publique de Marseille? Bien sûr, nous avons, notamment en chirurgie cardiaque et thoracique, une salle hybride, et nous projetons d'en avoir une deuxième. Nous avons également suivi tous les progrès de la robotique en matière de chirurgie. Oui. Je voudrais dire en écho à ce qui a été dit tout à l'heure, à quel point le numérique change l'hôpital et à quel point les hôpitaux, les CHU sont prêts et à la hauteur de leurs responsabilités. D'abord, il faut rassurer nos patients. Le règlement général de la protection des données, dit RGPD, est strictement appliqué, je crois, dans le monde hospitalier. J'ai à Marseille un médecin spécialisé dans le respect et la réponse aux défis que nous lance la RGPD. Et puis, deuxièmement, nous avons également l'habitude de nous protéger contre les intrusions. Et il y a à Marseille un ingénieur spécialisé dans la sécurité des systèmes d'information. Je l'ai quitté il y a une demi-heure pour vous rejoindre et nous allons continuer à nous protéger de plus en plus parce que nous voulons protéger nos données individuelles évidemment, mais également nos données cliniques à l'égard de ceux qui voudraient s'en emparer. Et puis, troisièmement, évidemment, la gestion de ces banques de données que nous avons accumulées depuis plus de 10 ans ou 15 ans, numériquement, notamment grâce au PMSI, il faut aussi le dire. Eh bien, nous sommes en train, nous à Marseille, mais à Bordeaux, à Lyon, à Dijon sans doute également, de montrer des entrepôts de données qui, interconnectés, permettront d'accélérer, ça a été dit tout à l'heure, la recherche. Donc, dans tous ces domaines, plus la télétransmission, plus le traitement de l'image dont vous venez abondamment de parler, eh bien, le numérique transforme complètement à la fois les conditions de l'exercice médical, c'est-à-dire le diagnostic clinique, l'intervention chirurgicale, l'intervention thérapeutique, mais également notre relation avec les patients, qui est désormais une relation plus courte, plus directe. Nous avons des systèmes mis en place, comme dans tous les hôpitaux, de prise de rendez-vous. Là aussi, c'est grâce au numérique. Donc vraiment, l'hôpital numérique est en train de naître et je voulais vraiment le souligner.
Merci beaucoup de m'avoir donné. Merci en tout cas. Et puis alors, nous terminons effectivement cette émission. Donc, un grand salut aux Marseillais qui nous suivent, et même à ceux qui ne nous suivent pas. Alors, un dernier mot peut-être pour vraiment terminer notre émission. Alors, nos deux médecins de Bordeaux et de Dijon, est-ce que vous voulez dire un petit mot encore pour vraiment terminer? On termine dans quelques minutes. Je peux éventuellement... Oui, monsieur Ricolfi. Globalement, on a parlé un peu des territoires où on avait dit des désertifications, qui est un terme un petit peu difficile, mais toute cette avancée de transmission des données numériques, que ce soit par la 5G rapide ou pas, des plateformes centralisées pour comparer les images, puisque les patients vont rester dans leur région, mais on pourra centraliser leurs données, ne pas refaire des examens qui ont déjà été faits, les pré-traiter. Tous ces systèmes-là vont énormément bénéficier à nos patients dans des régions vastes où les médecins sont peu nombreux et pour lequel on est obligé de faire une centralisation régionale. Voilà. Tous ces progrès-là sont fondamentaux dans ce domaine. Merci. Monsieur Doucet, vraiment quelques secondes avant que nous terminions. Un petit mot, si vous le souhaitez. Monsieur Doucet. Merci. Eh bien, puisqu'on a parlé de mots et des mots qui ne sont peut-être pas appropriés, peut-être que le mot intelligence artificielle n'est pas le plus approprié. J'ai bien aimé le mot numérique, parce que le mot intelligence fait toujours peur. L'intelligence, vous savez, en anglais, ça veut dire aussi l'espionnage. Et donc, je pense que peut-être, on fait de l'intelligence artificielle déjà depuis les années 40. Peut-être qu'il faudrait dire un peu plus du numérique. Ça ferait moins peur au public. Et donc, ça serait peut-être plus facile de l'accepter. Je vous remercie, monsieur Doucet, parce que j'avais une question que je trouvais bien, mais qui est presque philosophique, qui nous prendrait pas mal de temps, d'un de nos amis qui s'adresse à vous. Dans le contexte actuel, ça va être un commentaire de défiance vis-à-vis des scientifiques et des vaccins, le développement de l'intelligence artificielle ne vient-il pas rajouter une source de peur et de défiance supplémentaire? Je crois que vous y avez répondu. Jean de Kervasdoué, un mot pour conclure notre Non, émission. écoutez, merci. J'ai trouvé que c'était très intéressant et que nous étions tous très complémentaires. Mais dans l'intégration des systèmes, je vais parler d'une question qui fâche. Ça serait quand même bien aussi qu'il y ait intégration des rémunérations, notamment des hospitaliers en imagerie, où là, il y a une différence entre le public et le privé qui est inexplicable. Voilà. Et alors, je serais quand même très content, Jean de Kervasdoué, de vous retrouver dans 2500 ans, puisque vous m'y avez invité. François Worms, un mot pour terminer. Un mot, juste ravi de cette émission qui permet vraiment de montrer que Canon Médical, on souhaite vraiment être un acteur responsable de cet écosystème avec toutes les propositions. Voilà, merci à celles et ceux qui nous ont posé des questions. Vous retrouverez nos débats en replay. Vous devez avoir noté vous pouvez demander à Françoise, voilà, ça y est, vous avez les annonces et le mail, Françoise Millet, @ortus-sante.fr. Vous pourrez retrouver donc très vite nos débats en replay. Je remercie celles et ceux qui nous ont suivis. Je remercie nos experts qui nous ont accompagnés. Je salue à nouveau nos confrères journalistes. Je remercie les équipes de Canon Médical et de Ortus, Agnès Béard, Nicolas Merlet, Victoire Morel, Françoise Millet, évidemment notre réalisateur Emmanuel T. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. C'est ce que nous voulions faire aujourd'hui. Merci à tous. À bientôt.